Plutôt bonsoir à toutes et à tous. Je voudrais d'abord commencer ce propos de conclusion par quelques remerciements. D'abord à vous, Monsieur Millat, et à tout le Conseil scientifique, mais au-delà du Conseil scientifique, à quelques collaborateurs de la CNAM qui, à vos côtés, ont fortement contribué à l'organisation de cette journée. Je pense évidemment à François Alla, à Dominique Polton et évidemment au secrétariat du Conseil scientifique. Et je remercie évidemment tous les orateurs intervenants et les participants à cette journée. Nous avons choisi pour cette journée, à la différence des deux premières, de nous centrer sur un sujet. Et ce sujet, c'est celui des inégalités sociales de santé en France, parce que c'est à la fois évidemment, c'est évident pour tous, un sujet majeur pour notre système de santé, mais nous avons considéré que c'était aussi un sujet majeur, plus directement, pour l'assurance maladie en tant que telle. L'assurance maladie est souvent considérée comme fondamentalement répondant à une mission simple, qui est de rembourser les soins, de rembourser ou de verser les indemnités journalières. Je répondrai à la question qui a été posée sur la complexité des règles. Son rôle serait donc aussi, évidemment, de faire des économies au passage, de contrôler la dépense, mais quand on y réfléchit, au bout du bout, in fine, notre mission, c'est bien de permettre l'accès de tous à des soins de qualité. C'est le cœur de ce qui fonde d'ailleurs le principe de notre sécurité sociale, et c'est à mes yeux la priorité d'action fondamentale dont toutes les autres finalement découlent. Je ne le développerai pas aujourd'hui, mais y compris la maîtrise médicalisée des dépenses de santé. Vous l'avez dit, certains, même si j'ai rejoint vos travaux en cours de route, il faut d'abord toujours rappeler cette évidence. On a essayé de le faire lors du 70e anniversaire de la sécurité sociale, qui est que notre mission de couverture du risque est en elle-même un puissant facteur de réduction des inégalités. Parce que notre système en France, qui est universel, solidaire, qui couvre le risque maladie, est infiniment plus égalitaire que d'autres systèmes fondés sur des logiques assurantielles privées. Ainsi, notre système de santé permet de souder l'ensemble de la population autour des mêmes services, fournis dans les mêmes hôpitaux, par les mêmes médecins, ce qui n'est pas toujours le cas lorsque une fraction de la population qui dispose d'une assurance strictement privée peut accéder à une offre de soins spécifique à laquelle le plus grand nombre n'a pas accès. En France, nous avons un système où 78% des dépenses de santé sont couvertes par la solidarité nationale. Ce 78%, c'est 76,6% couverts par l'assurance maladie obligatoire, et le petit plus est apporté par le fonds CMU-C et par l'AME. Ce 78% est stable, contrairement à ce que l'on entend de manière régulière, comme une sorte d'antienne, de vieille rengaine qui voudrait que la sécurité sociale se désengagerait de la couverture des soins. Elle est stable sur longue période, si on considère que 10-15 ans est une longue période. Elle couvre, ce 78%, aussi bien des dépenses liées à des soins lourds que courants, puisque nous couvrons 91% des soins hospitaliers et 64% des soins de ville. Elle couvre évidemment très fortement les soins onéreux des patients atteints de pathologies lourdes, nous sommes à quasiment 95%, mais elle les couvre plus que, évidemment, les soins courants liés à des affections bénignes, ce qui ne me semble en rien contestable, que nous couvrions plus les soins lourds liés à des pathologies aiguës plutôt que les soins courants liés à des pathologies bénignes, puisque notre système d'assurance maladie publique est fondamentalement une assurance de long terme. Parce qu'aujourd'hui, si 15% seulement de nos assurés sont en affection de longue durée, 80% des assurés ou des personnes couvertes meurent en ALD. Et c'est alors que les dépenses de soins sont évidemment les plus coûteuses, et si coûteuses que très peu de gens pourraient évidemment se les payer eux-mêmes. Et c'est d'ailleurs ces dépenses-là, liées aux ALD, qui progressent le plus.
puisque les 2/3 de la progression, je dirais, de la dépense de santé en France se concentrent précisément sur ces affections. Et nous savons que les innovations qui arrivent et qui auront un coût concernent, et c'est heureux, ces pathologies. J'ai évoqué ce socle de solidarité que représente l'assurance maladie obligatoire dans la solvabilisation des dépenses de santé. Il convient également qu'à l'autre bout de la chaîne, les dépenses qui restent à la charge des assurés, une fois qu'intervient le remboursement de la part obligatoire et de la part complémentaire, se situent à 8,5%, ce qui situe la France avec les Pays-Bas parmi les pays de l'Europe et donc du monde où ce reste à charge est le plus faible. Et on observe d'ailleurs qu'il a légèrement réduit ce reste à charge au cours des 3 dernières années par l'effet à la fois de dispositifs sur lesquels je reviendrai sur les dépassements d'honoraires, mais aussi de la montée des ALD dans la population générale. Et pour autant, nous le savons, il faut regarder au-delà de ces chiffres globaux et savoir prendre la mesure de ce que dissimulent les moyennes. Notre système est globalement très solidaire, très protecteur, mais il laisse subsister des obstacles financiers, territoriaux. Je ne le développerai pas plus que ça, mais je vais me centrer sur les obstacles financiers réels, ainsi que des éléments de fragilité, notamment dans le domaine de la prévention. Alors ces obstacles financiers, ou ces obstacles financiers territoriaux et de tous ordres, nous les connaissons bien. Vous les avez largement évoqués, donc je vais aller vite. Une couverture complémentaire qui plafonne à 95%, même si on sait que dans le 5%, il n'y a pas que du renoncement subi, il y a un peu de tout, mais il y a une majorité de renoncements subis. Une prise en charge qui reste très insuffisante sur certains postes. Je pense au dentaire, à l'optique, à l'audioprothèse, où le renoncement aux soins existe et peut avoir des impacts importants sur la santé et la vie des patients. Des niveaux de dépassement d'honoraires qui n'ont cessé de progresser depuis au moins 15 ans. Une tension démographique globale sur certaines professions de santé, doublée d'une répartition parfois totalement déséquilibrée pour d'autres, et avec des effets de file d'attente non négligeables pour accéder à certaines spécialités cliniques quand il ne devient pas difficile de tout simplement trouver un médecin traitant dans certaines zones. Et sur la prévention, nous connaissons tous le paradoxe français. Nous avons d'excellents résultats parmi les meilleurs pays du monde, surtout ce qui touche à des indicateurs liés à la prise en charge sanitaire, et nous sommes beaucoup moins efficaces, je n'irai pas parmi les derniers, ce serait exagéré, mais en tout cas dans la deuxième moitié, sur tout ce qui touche à l'action sur les facteurs de mauvaise santé en amont des soins. Je pense évidemment au tabac, à l'alcool, au suicide, et à toutes les causes de mortalité, ou à beaucoup de causes de mortalité prématurée. L'objet de cette journée va évidemment au-delà de refaire ces constats que vous avez pu approfondir sur la nature, l'ampleur, l'origine des inégalités sociales de santé. Tout cela est connu de vous, donc je n'insisterai pas plus. Il est évidemment plutôt d'essayer de trouver des réponses les plus efficaces possibles sur la manière de les réduire. Et en étant, ça a été dit par beaucoup, très conscient d'une difficulté, qui est qu'il ne suffit pas de créer des dispositifs, si pertinents soient-ils, pour que les publics auxquels ils s'adressent en bénéficient. Et notamment, précisément, ceux qui sont les plus éloignés de notre système administratif et de santé. Et donc, c'est tout l'enjeu de nos travaux, évaluer l'intérêt et surtout l'impact de nos leviers nationaux, parce que nous avons besoin de leviers nationaux d'action, mais aussi réfléchir aux actions locales, aux conditions de terrain, pour que ces dispositifs aient des résultats, non seulement en termes d'amélioration de la situation moyenne de la population, mais aussi en termes de réduction des écarts, d'accès aux droits, d'accès aux soins et de santé. Trouver des réponses adaptées, efficaces, n'est pas simple, puisque nous savons, je l'ai dit, que nous avons des inégalités multifactorielles et que les meilleurs dispositifs peinent souvent à atteindre leurs résultats, en tout cas des résultats à la hauteur des annonces et des intentions. Et donc, nous devons être humbles quand nous déployons des nouveaux dispositifs. C'est le cas, par exemple, de l'ACS en ce moment, parce que nous nous heurtons toujours à cette difficulté que je soulignais d'atteindre les publics que nous cherchons à cibler. Je voudrais insister sur la nécessité d'avancer sur 2 plans,
parce que je crois qu'ils sont intimement complémentaires. Vous avez beaucoup insisté, et j'y reviendrai, sur les conditions de terrain qui sont essentielles, mais je pense qu'il est aussi important de rappeler que nous avons aussi besoin de leviers nationaux et d'amélioration globale des outils, des instruments, des règles nationales sur lesquelles les systèmes de prise en charge se construisent dans notre pays. Et nous avons précisément en ce moment un certain nombre de leviers, de réformes qui se déploient. Et il sera donc pour l'assurance maladie important d'être au rendez-vous de ces réformes dont, pour une part, nous avons la charge de les mettre en œuvre. Je pense d'abord à la mise en œuvre de la protection universelle maladie, qui a été introduite dans la loi de financement de la sécurité sociale pour 2016, et dont la définition a été l'objet, ou le fruit plutôt, d'une construction partenariale entre le ministère, la direction de la sécurité sociale et les équipes de la CNAM, et qui doit permettre d'éviter toute rupture dans les prises en charge au titre de la couverture de base, comme cela peut être encore aujourd'hui le cas dans le cas de mutation ou bien de problèmes de renouvellement de droits. Deuxième élément, je pense au développement de la CMUC, mais aussi de l'aide à la complémentaire santé, sur lequel les chiffres ont été indiqués. Nous observons des phénomènes de non-recours encore très importants. Il est non négligeable, même si vous avez vu, les fourchettes sont assez larges, mais il est non négligeable pour la CMUC. Il est massif sur la CS, alors même que nous avons déployé une nouvelle réforme de la CS au 1er juillet dernier, avec des nouveaux contrats proposant un meilleur rapport qualité-prix, ouvrant droit à des tarifs sociaux à l'énergie, tiers payant généralisé, ou tiers payant plutôt intégral plutôt, et avec un véritable enjeu, je dirais, de monter en puissance de ce dispositif, ce qui suppose de le faire connaître, puisque tous ceux qui aujourd'hui ne bénéficient pas de l'ACS ont pour la plupart une complémentaire, mais une complémentaire qui leur coûte plus cher et parfois avec des garanties moindres que ce que leur permettrait d'obtenir le dispositif ACS. Je pense, troisième réforme importante en cours, à la mise en œuvre du tiers payant généralisé, qui existe déjà pour des populations CMUC et ACS, et qui sera déployé pour toutes les personnes qui sont en ALD ou en maternité au 1er juillet prochain, et qui sera ensuite déployé de manière généralisée à partir de 2017. Et nous sommes, je crois, tous convaincus que le renoncement aux soins liés à l'avance ne peut pas se régler uniquement jusqu'au seuil de l'ACS, car nous voyons bien que nous avons des difficultés ou des assurés qui peuvent être confrontés à des difficultés matérielles et financières bien au-delà du seuil de l'ACS, qui est inférieur à 1 000 € pour une personne seule. J'en profite ici pour répondre sur les indemnités journalières. Nous avons en effet un sujet sur les salariés qui ont des parcours discontinus, pluri-employeurs, mais pas seulement, des parcours simplement discontinus liés à la précarité de l'emploi, avec une complexité effectivement des règles relatives à l'ouverture des droits au calcul de l'indemnité, et parfois des délais, alors, sauf dans le Gard, j'ai bien compris, des délais de règlement qui peuvent dépasser les 30 jours, et très largement. Et donc, nous sommes en train de travailler avec le ministère à une simplification de ces règles pour les organismes, pour les entreprises, pour les assurés, avec évidemment l'objectif de pouvoir ramener nos délais en deçà de 30 jours pour que, évidemment, l'indemnité journalière puisse tomber à la fin du mois suivant. Mais c'est un long travail. La simplification, comme je dis souvent, c'est compliqué, c'est un travail de longue haleine et nous espérons pouvoir faire aboutir cela l'année prochaine. Donc cette première exigence, c'est de porter ces réformes nationales, et il y en a un certain nombre, et l'assurance maladie, à sa place, devra être au rendez-vous de ces réformes qui, je le pense, apporteront des vraies possibilités d'amélioration des conditions de prise en charge. Mais la seconde des exigences sera de poursuivre notre réflexion pour parvenir, je le répète, à toucher nos publics, parce que nous avons besoin de mieux repérer les assurés qui sont en écart par rapport à l'accès aux droits et à l'accès aux soins, mieux les informer, les accompagner,
dans des dispositifs et des parcours qui leur semblent aujourd'hui souvent trop astreignants, trop compliqués, voire dont ils n'ont tout simplement jamais entendu parler, alors que parfois même ils en ont été informés. Et cette préoccupation, elle est celle de l'assurance maladie, mais elle est propre à tous les acteurs de terrain, tous les intervenants dans le champ de la santé ou le champ social. Et elle est donc présente aussi au sein de l'assurance maladie, qui a construit une démarche qui vous a été présentée, la démarche Planir, dans laquelle les caisses primaires se sont engagées depuis maintenant 2 ans. Cette démarche, elle a ceci de remarquable qu'elle a laissé d'abord les organismes, caisses primaires, services médicaux, libres d'inventer des réponses. L'idée étant de faire remonter des actions venant du terrain, en lien avec la réalité des situations que vivent les caisses et les assurés, et en s'appuyant très fortement sur la mise en place de relations de partenariat avec des acteurs extérieurs à l'assurance maladie. Et au cours de ces 2 années, je dirais des milliers d'actions, souvent un peu les mêmes, ont été déployées dans le réseau, et certaines ont visé à aider les assurés qui connaissent les situations les plus compliquées, les plus délicates, et qui par conséquent connaissent des délais de traitement souvent trop longs. Mais d'autres, plus ambitieuses, ont cherché à apporter des réponses plus abouties, qui va au-delà de l'accès aux droits, et qui visent d'aller jusqu'à l'accès aux soins de manière effective. Et c'est évidemment le sens de l'expérience que Christian Fatou vous a présentée et qui existe aujourd'hui, se déploie dans son département et qui constitue à mes yeux une sorte de prototype très abouti où on se donne les moyens d'aller au bout de cette logique qui part de l'accès aux droits, qui peut la compléter ponctuellement par un bilan de santé dans un centre d'examen de santé et qui ensuite identifie des besoins de prise en charge, identifie un problème de reste à charge et réunit un plan de financement qui permet ensuite d'orienter l'assuré dans un parcours de soins dont il a les moyens. Ce type d'actions ne peuvent pas venir d'en haut, ne pouvaient pas venir d'en haut, parce qu'elles n'existent que par la mobilisation des partenaires nombreux, présents sur le territoire, dont aucun isolément n'a la solution. Mais regroupés, coordonnés, animés, ils peuvent la trouver. Et donc nous avons décidé, à la CNAM, en 2016, de généraliser à la totalité des caisses primaires un premier socle d'actions nationales qui porteront sur l'ouverture des droits en urgence, aussi bien signalés par des professionnels de santé que dans des établissements, la prise en charge des jeunes en situation de précarité, des enfants placés à l'ASE, ça a été indiqué, et de l'ouverture des droits des majeurs sous protection, qu'il s'agisse des personnes en situation de handicap lourd ou des personnes âgées dépendantes. Et par ailleurs, s'agissant de la FIDAS, gare, il est prématuré de l'étendre d'emblée à l'ensemble des caisses, mais j'ai souhaité qu'elle puisse se déployer dès 2016 dans, je dirais, 10 à 20 caisses primaires en plus pour pouvoir faire monter en charge ce dispositif qui me paraît tout à fait intéressant et prometteur. Clairement, pour nous, la mise en œuvre de telles actions nous conduit à revoir nos schémas d'intervention en nous faisant passer, je parle de l'assurance maladie, du métier des caisses primaires, d'une logique de guichet à une exigence d'accompagnement, d'une logique où nous recevons des assurés, à la nécessité d'aller les chercher là où ils sont, et d'une logique où nous vérifions des droits, à un nouveau métier, je dis bien un nouveau métier, qui consiste à accompagner chaque assuré, ou certains assurés, à faire quelque part du cousu humain et aller au bout de notre mission, qui est de s'assurer que les assurés reçoivent bien les soins dont ils ont besoin. Et l'exemple que Christian Fatou, je suis arrivé après son propos, mais comme je l'ai souvent entendu, a dû vous dire, c'est qu'il ne suffit pas de délivrer un chèque ACS en disant « ça y est, nous avons fini notre travail ». La question de savoir si les assurés utilisent leur chèque est quand même une question à laquelle nous avons vocation évidemment à nous intéresser. Mais si nous faisons tout cela, déployer des dispositifs nationaux et essayer de travailler aux conditions de leur mise en œuvre sur le terrain, je pense que cela ne suffira pas si nous ne sommes pas capables d'aller plus loin et d'avancer dans au moins 2 directions. La première direction, c'est de continuer de réduire
les obstacles financiers en continuant à travailler sur la réduction à la source du reste à charge. Je pense d'abord, évidemment, à la maîtrise des dépassements d'honoraires chez les médecins. C'est un sujet difficile sur lequel, en octobre 2012, un avenant a été conclu à la Convention médicale. Cet avenant, sur lequel on lit ici et là des bilans, certains défendent l'avenant 8, c'est mon cas, d'autres soulignent ses limites. Je souhaite en dire deux mots. Je considère que cet avenant a abouti à un vrai résultat, car quand on regarde, je dirais, la chronique historique, comme je l'ai dit plus tôt, nous observons que les médecins de secteur 2 sont passés d'un taux de dépassement de 37% à 55% en 12 ans. 2000-2012. Et depuis que cet avenant a été signé, le taux de dépassement, pour la première fois, depuis 12 ans, mais en réalité depuis bien avant, a baissé, puisqu'il a baissé de 2 points au cours des 3 dernières années. Et dans l'avenant 8, il y a un deuxième objectif qui est de réduire le taux de dépassement, qui est aussi d'augmenter la part des actes réalisés par les médecins spécialisés de secteur 2 à tarif opposable. Car ce qui est important, c'est à la fois de maîtriser le taux de dépassement moyen et de faire en sorte qu'une part des actes soit à tarif opposable pour les patients qui vont voir ces médecins. Et nous avons augmenté dans ces 3 dernières années cette part de 33,5% à 38,6%. Et là, je ne parle pas des signataires d'un contrat d'accès aux soins, je parle de tout le secteur 2. Alors, je sais qu'il y a un autre chiffre, une autre manière de présenter le résultat de cette politique, qui est de dire, oui, mais les dépassements, globalement, en valeur absolue, ont augmenté. Vous nous parlez du taux de dépassement, mais le montant total des dépassements facturés par la totalité des médecins en secteur 2 a continué d'augmenter. C'est exact. Et s'ils augmentent, c'est parce qu'il y a plus d'actes. Donc ça n'est pas totalement anormal que s'il y a plus d'actes, il y ait plus de dépassements. Ce qui m'importe, moi, c'est ce que vit l'assuré dans le cabinet. Et le taux de dépassement me paraît être le bon indicateur, parce que le taux de dépassement, c'est combien je paye, combien je suis remboursé et combien je paye de ma poche. Ça, c'est le taux de dépassement, et c'est ce que nous devons réduire, parce que c'est ce que vit l'assuré à titre personnel, et c'est ce qui détermine ensuite le renoncement aux soins. Alors, une fois que j'ai dit ça a baissé de 2 points, nous partons de haut, et la question qui se pose sera de savoir comment nous parvenons, dans la prochaine négociation de la prochaine convention médicale, évidemment, à consolider ce dispositif pour que ces résultats se prolongent. J'ai parlé des dépassements des médecins. En réalité, aujourd'hui, le sujet de renoncement aux soins liés au reste à charge le plus aigu que nous avons, il est dans 2 secteurs. Je commencerai par le premier, c'est les soins dentaires. Puisque vous savez qu'il y a eu, depuis une dizaine d'années, compte tenu du niveau des tarifs pour les soins de base, un déplacement des soins conservateurs vers les soins prothétiques. Et cette évolution pèse évidemment doublement sur les assurés, aussi bien d'un point de vue médical que financier. Et nous devons essayer de sortir de ce cercle vicieux, qui d'ailleurs, d'une certaine manière, pèse en partie sur les professionnels eux-mêmes. Et c'est pourquoi nous avons essayé de négocier cet été, nous y sommes parvenus d'ailleurs, dans le cadre d'un accord avec les centres de santé, donc y compris avec les centres de santé dentaires, qui sont 800 sur le territoire, un accord qui revalorise les soins conservateurs en contrepartie d'un encadrement des tarifs pratiqués pour les soins prothétiques. Mon souhait est que nous puissions avancer sur ce type de démarche, de dispositif avec les dentistes libéraux. Cela suppose évidemment que les organismes complémentaires acceptent de se joindre à cette démarche, car ils sont devenus, je dirais, les financeurs principaux de ce poste de soins, mais l'assurance maladie reste un financeur aussi important. Et j'espère que cette négociation pourra se nouer d'ici la fin de l'année 2016. Et j'ai parlé des soins dentaires, je veux dire un mot aussi des équipements en audioprothèse sur lesquels il y a aussi des renoncements aux soins, et la profession elle-même réfléchit à des idées que nous avons récemment partagées
qui appelle réflexion et travail, et je suis prêt à mener cette réflexion et ce travail, même si c'est évidemment un sujet où la charge financière potentielle est évidemment importante. Deuxième direction, c'est la prévention et la réduction des facteurs de risque. L'assurance maladie s'y est engagée depuis plusieurs années en privilégiant un parti pris qui a été de viser un public large, ce qui est cohérent avec notre vocation, évidemment, de régime universel. Ça a été le programme SOFIA, pour les malades du diabète, le programme MTDAN, pour la prévention bucco-dentaire des enfants de 6, 9 et 12 ans, ou notre engagement aux côtés des agences sanitaires dans un certain nombre de dépistages organisés. Le bilan de ces actions valide, je crois, la pertinence de nos interventions, mais aussi en souligne certaines limites. Si on veut réduire les écarts en santé, qui ont tendance à se former spontanément dans notre pays, nos dispositifs doivent assumer de cibler plus clairement des groupes de population qui sont considérés ou observés comme étant en écart aux soins. Je reprends l'exemple de la prévention bucco-dentaire, qui est un exemple intéressant. Nous continuons d'envoyer, et nous n'avons pas prévu d'arrêter, des bons de prise en charge pour des visites chez le chirurgien dentiste, gratuits évidemment, pour tous les enfants de 6, 9 et 12 ans. Mais nous avons complété cette action depuis quelques années en intervenant dans des classes localisées dans des zones défavorisées, puisqu'on sait que, pour prendre un exemple, le taux de carie à, je dirais, 6 ans, 5-6 ans, en grande section, est 3 fois supérieur dans les zones d'éducation prioritaire qu'en moyenne nationale. Donc cette action que nous avons déployée dans à peu près 1200 classes de CP ne consiste pas seulement à aller dans la classe et de dire aux enfants de 6 ans qu'ils vont recevoir un bon, que ça va être formidable et qu'il faut qu'ils en parlent à leurs parents pour aller chez le dentiste, parce que ça n'aurait pas un effet considérable. Elle consiste à ce que les agents des caisses primaires se mobilisent pour, je dirais, contacter chaque famille de la classe et s'assurer, y compris parfois en s'y reprenant à plusieurs fois, que le rendez-vous est pris chez le dentiste et qu'ensuite, évidemment, lorsqu'il y a besoin de faire des soins, ces soins interviennent et ils sont également pris en charge complètement par l'assurance maladie. Et le résultat est que nous arrivons à un recours à cet examen qui est de 66% dans ces 1200 classes quand il est d'à peu près de 50% sur le reste du territoire. C'est intéressant, mais ça souligne aussi la difficulté, parce qu'on pourrait se dire, si ça marche si bien dans 1200 classes, pourquoi vous ne le faites pas dans plus de classes ? Il y a un coût d'accompagnement qui est assez lourd et qui montre bien aussi, c'est un des sujets sur lesquels nous devons réfléchir, que pour pouvoir être efficace, il faut aussi parfois pouvoir investir en accompagnement humain, ce qui pose d'autres questions de réallocation de nos ressources au sein des effectifs des caisses primaires. Cette action, d'ailleurs, illustre, je crois, le modèle, donc, si je bien compris, d'un universalisme proportionné qui a été développé plus tôt dans la journée par Pierre Lombraille, et nous devons en effet nous adresser à tous, c'est notre vocation, mais aussi moduler l'intensité et les modalités de nos interventions en fonction de la situation de chaque catégorie. Et c'est dans cet esprit que nous avons réfléchi au programme SOFIA, sur lequel une étude, une évaluation médico-économique a été faite récemment, a été présentée à un conseil scientifique de ce programme. Vous connaissez, je pense, le programme SOFIA, qui porte quand même sur plus de 600 000 personnes, qui est un programme très important. Et donc nous avons évidemment observé, mais je pense que chacun s'y attendait, que SOFIA a spontanément recruté au début des assurés ou des patients qui, je dirais, se prenaient plutôt déjà bien en charge par eux-mêmes. Et donc dès lors, au travers de cette évaluation que nous avons conduite, médico-économique, nous sommes en train de procéder à une réorientation des actions du programme pour encourager les adhésions de malades qui sont les plus en écart aux soins, et les accompagner, eux, plus intensément, plus activement que les autres, en concentrant l'accompagnement des infirmières conseils qui travaillent sur ce programme. Nous aurons aussi, dans les prochains mois, l'occasion de développer un autre projet sur la prise en charge des enfants en surpoids, dans le cadre d'une action que nous avons proposée dans le dernier rapport chargé produit, qui est notre rapport annuel de proposition au Parlement, au gouvernement.
qui a été repris dans le PLFSS 2016, qui nous a donc donné, une habilitation législative, même si nous n'avions pas tellement besoin de cette habilitation législative pour le faire, mais ça nous donne plus de force. Et notre proposition est de mettre en place des actions qui commenceront dans certains territoires pour permettre d'aider les médecins traitants dans la prise en charge de ces enfants en surpoids, car aujourd'hui, les médecins traitants ne disposent pas d'un relais quand ils ont un enfant qui est dans ce risque, lui permettant d'adresser ces enfants et parfois leur famille vers des consultations diététiques, des bilans d'activité physique ou des consultations psychologiques. Parce que rien de tout cela n'est pris en charge par l'assurance maladie aujourd'hui. Et donc nous allons créer un forfait de prise en charge qui sera à la main des médecins traitants et qui pourront du coup trouver ainsi un relais et une solution. Et nous aurons par ailleurs une réflexion à conduire sur le sevrage tabagique, sur lequel nous sommes en partenariat avec l'INPES pour développer dans l'année un nouveau dispositif de e-coaching. Et nous serons amenés forcément à être très attentifs à qui nous touchons par le e-coaching en ligne en termes de sevrage tabagique et, le cas échéant, à développer des actions plus fines et plus ciblées si nous nous apercevions, ce qui n'est pas impossible, que nous ne touchons pas nécessairement les publics les plus, défavorisés. Je voudrais conclure en développant un aspect que j'ai trop rapidement évoqué, qui est le lien entre la recherche et l'action. L'assurance maladie met en œuvre sur le terrain des réformes, des dispositifs qui sont décidés par le gouvernement, le Parlement, dont nous prenons l'initiative nous-mêmes, pour essayer d'améliorer la qualité des soins, leur efficience et les démarches de prévention. Mais dans ces domaines, nous devons rechercher comment faire mieux qu'aujourd'hui. Comment accompagner concrètement les personnes les plus fragiles, qui ne viennent jamais, rarement dans nos accueils. Comment déployer des dispositifs de prévention qui ne favorisent pas ceux qui sont déjà les mieux lotis. Voilà. Et y compris comment mieux travailler avec les médecins de soins primaires, avec lesquels je souhaite pouvoir nouer une relation, qui soit plus constructive qu'elle ne l'est aujourd'hui. Pour cela, nous avons, je le dis très clairement, besoin de recherche, d'appui méthodologique, de dispositifs d'expérimentation, de recherche-action, comme celle qui a d'ailleurs été menée en partenariat avec la CEPAM de Lille par Florence Juseau sur les modalités d'accès à l'ACS, la compréhension que peuvent avoir les assurés quand on leur présente ce qu'est l'ACS, ce qui est toujours des recherches-actions qui sont très déstabilisantes pour les gestionnaires d'assurance maladie. Quand on comprend que quand on explique l'ACS, les gens sont moins nombreux à la choisir à la fin de la réunion qu'au début. Mais par ailleurs, nous devons aussi, évidemment, donc ainsi rechercher des modalités d'information les plus efficaces. Et donc, je compte évidemment sur le Conseil scientifique, que je remercie encore pour son implication, pour être pour nous un lieu à la fois de débat, de stimulation et d'évaluation de ce que nous faisons. Car encore une fois, j'ai la ferme conviction que nous n'arriverons à progresser dans la pertinence de nos outils, de nos instruments, de nos méthodes d'intervention, que dans cet échange régulier, organisé, accompagné avec la recherche et les professionnels de santé. Et je souhaite, encore une fois, que l'assurance maladie soit promoteur de cette recherche sur les services de santé qui est encore insuffisamment développée en France, et qu'elle fasse à cette recherche une place croissante dans son action et ses interventions. Voilà, je vous remercie pour votre attention et je vous souhaite donc, je ne sais pas si c'est pas tous les ans, c'est tous les 3 ans si j'ai bien compris, mais peut-être pourrons-nous essayer d'accélérer le rythme. Merci en tout cas à tous.